Moi, je me suis installé en 2005. Je venais d'un autre secteur d'activité. Mon père avait racheté ici 5 hectares de terre. Mon père, c'était un agriculteur conventionnel qui, là, pour le coup, s'était installé pour faire un peu de légumes et sans label, mais en agriculture naturelle. Pendant mes vacances, j'ai pris la décision de venir lui donner un coup de main un peu sur ses terres. Mais il avait envie de trouver un chef de culture et pour mener à bien sa petite entreprise, quoi. Moi, j'ai dit, écoute, allez, moi, autant, je peux bouger un peu, je viens avec toi pendant 1 an. Lui, il m'a dit, 1 an, c'est pas possible, tu vas rien voir. Alors, ou tu viens 3 ans, ou sinon, tu verras pas grand-chose de la vie d'une ferme. Et du coup, on est parti là-dessus. Puis finalement, dès la première année, j'ai demandé un label bio. L'année d'après, en 2006, je suis passé en Déméter. En fait, il connaissait assez peu la culture des légumes. Mais par contre, il a toute son expérience de travail du sol, d'agriculteur, quoi. Donc il a une vision de comment travailler les sols, il avait une vision d'utilisation des outils. Et du coup, moi, j'ai démarré, je le dis souvent, avec un plateau d'argent, quoi. Mais c'était pas anodin comme reconversion. Tu t'es rendu compte de ce que ça impliquait pour toi, pour ta vie de famille, pour tout ça? Oui, c'était pas anodin, c'était pas évident, hein. Même ma femme, elle m'a suivi dans cette aventure. On venait juste d'arriver, quoi. Donc pour elle, c'était beaucoup de changements, hein. D'un coup, elle est tombée avec un agriculteur, avec elle n'est pas femme d'agriculteur, donc elle a dû découvrir un métier. Je me suis installée en 2008-2009. Entre 2008 et 2009, je me suis installée en Gascogne pour compléter le troupeau de Julien. Julien, lui, c'est un fils de paysan. Oui. Toi, tu t'es installé hors cadre familial. Oui, c'est ça. Il a racheté une partie du troupeau à son père. Son père lui a loué certaines parcelles qu'on a toujours d'ailleurs. Et il a vachement aidé aussi, bien entendu. Et après, il a démarré avec son lot de brebis. Et après, on a renforcé au fur et à mesure. Mais au départ, il avait son lot de brebis mérinos. Comment ça s'est passé l'installation? Tu as été accompagné? Vous étiez tout seul? On a été installés par la chambre au démarrage, qui nous ont guidés. Mais par contre, l'installation, on va dire commerciale, entre guillemets, la commercialisation, c'est au sein de la MFA, il y avait une rencontre avec une association qui s'appelait l'ADR 13. Et donc, ils parlaient de la commercialisation en vente directe. Et j'ai super accroché parce qu'ils avaient à ce moment-là créé un magasin de producteurs à Istres. Et puis c'est grâce à cette rencontre, après, le soir même, j'ai demandé à Julien s'il souhaiterait rencontrer ce magasin, cette association. Et ils sont venus nous visiter. Et à partir de là, ils nous ont proposé donc, de faire ce magasin de producteurs. Et ils nous ont lancé sur 2 beaux marchés. Celui du cours Julien le mercredi matin et le samedi matin à la Gavotte. Moi je suis assez jeune, j'ai 25 ans. J'ai fait une étude d'ingénieur agronome. Et donc je me suis dit que j'allais me lancer en agriculture. Au début c'était un projet que j'avais avec mon frère, donc on a cherché un endroit où on pouvait potentiellement au moins se rémunérer. Donc on a voulu faire de la volaille, œufs et chair. Puis on a vu qu'on n'arrivait pas à avoir de terrain. Mon frère m'a lâché dans ce projet-là parce que sa femme n'était pas d'accord à l'époque qu'il se mette paysan, hein. Elle n'a pas voulu le suivre dans l'aventure. C'est important quand même qu'elle soit d'accord. Moi j'ai eu cette chance qu'on était encore étudiant et qu'on ne savait pas ce que c'était, donc la mienne m'a suivi, pour faire simple. Et donc sorti d'école, je me suis dit tant pis, je vais me lancer à faire des micro-pousses, donc ce qui est petites pousses de décoration dans les assiettes pour les restaurants, dans une chambre d'amis chez mes parents, hein. J'ai pris mes économies, j'ai acheté 3 étagères, des rampes de LED dans un magasin de bricolage. Puis je me suis lancé comme ça, mes premiers plateaux, je les ai vendus. Donc j'avais déclaré mon entreprise à la Chambre d'agriculture, donc je pouvais faire mes factures. Puis en octobre-novembre, on a fait notre première saison sur un demi-hectare. Ça s'est très bien passé. Puis là, on est deuxième saison où cette fois-ci on a un hiver. Donc déjà c'est bien, on aura de quoi vendre des trucs sur le marché en AMAP cet hiver. Et du coup, tu as été accompagné pour ton installation? Moi j'ai la chance d'avoir bossé avant l'été, donc j'avais des sous de côté. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont un peu aidé au démarrage et j'ai donc fait un crédit, c'est un tout petit crédit, ce qui laisse respirer, mais ce qui veut dire que qui dit petit crédit dit tous les mois les sous qu'on fait en marge et en plus, on les réinvestit. Donc c'est pas du salaire à court terme.
suis arrivé à peu près en 2006 et j'ai travaillé avec Anne-Marie jusqu'à 2020. Et voilà. En ouvrier agricole. Un ouvrier agricole, voilà. Après, petit à petit, j'ai commencé à connaître les choses, les outils, les tracteurs, la terre, l'arrosage. Je connais tout jusqu'à 2020. Après, Anne-Marie il a décidé d'arrêter et moi, j'ai décidé de continuer à travailler. Mes arrière-grands-parents sont arrivés du Vaucluse, se sont installés là. Ils ont acheté 2 hectares de terre sur lesquels ils ont construit la maison après. Après, il y a eu les guerres successives, etc. Mais mon père, lui, a pris la suite. Et aujourd'hui, l'exploitation fait 5 hectares et demi à peu près. Et c'est largement suffisant, un maraîchage super diversifié. Là maintenant, il y a 8 hectares, un gros 5000 m² de tunnel, à savoir qu'il y en a deux qui devraient se monter. Mais dans l'idée, c'était d'en monter 2 nouveaux et moi passer sur un truc, une forme de tunnel plus agréable à travailler, un peu plus large, quoi. Moi, je vais être propriétaire de 3 à 4 hectares et après le reste, c'est tout en location. Après, j'ai un hangar à présent, un grand hangar, 1000 m² de hangar. J'avais envie de faire vivre d'autres trucs à l'intérieur de ce hangar. J'ai un copain qui fabrique des tiny house sur place et puis maintenant on fait aussi les plans sur place. Donc c'est sympa, ouais, ça ouvre la ferme. J'ai des employés aussi qui habitent sur place, donc ça c'est aussi pratique pour eux et puis pratique pour moi. Puis ça fait une vie, quoi. C'est un peu un petit village. T'as combien de salariés du coup? Alors j'ai une personne en CDI, puis des gens parfois qui restent 1 an ou 6 mois, puis après qui partent pour d'autres aventures puisqu'ils s'installent. Et du coup, en termes de production? Donc nous on fait entre 230 et 250 paniers semaine. Et on produit de tout, quoi. On pourrait compter 60 si on se met à compter chou-fleur, chou frisé, chou Bruxelles et tout ça. Si on veut réduire vraiment au maximum, au moins une quarantaine d'espèces de légumes. Et si on ajoute à ça les variétés, sur la tomate il y a 10 variétés, sur l'aubergine il y a 4 variétés ou 5. C'est énorme. Donc maintenant ça fait 12 ans donc, qu'on est tous les deux avec Julien, qu'on est en EARL. Maintenant au jour d'aujourd'hui on a un élevage de porcs noirs. Donc on est naisseur, engraisseur et on transforme nous-mêmes. On a un atelier de découpe. On a toujours on a gardé les brebis, on fait de la volaille. Et ensuite on fait aussi des vaches gasconnes. On est à Lupra Gascon, on est suivi par Lupra. Et aussi donc on a pu racheter il y a 4 ans de ça maintenant des terres à Fontvieille et ça s'appelle la Manade de Chauvet. Donc on est à peu près sur une grosse 60aine d'hectares. Et ensuite on fait que de la commercialisation en vente directe. Et on a depuis 4 ans aussi, on a un atelier de découpe où on transforme et on découpe. Alors avec nous on a un salarié qui aide beaucoup sur les livraisons et aussi sur l'exploitation. Et on a 2 messieurs qui sont à mi-temps pour la découpe et la boucherie et la transformation charcutière. Alors donc aujourd'hui, 2e saison, on cultive en planche permanente, ça veut dire que une planche de culture est toujours au même endroit. Là d'ailleurs on est en plein dessus, ce qui n'est pas forcément extraordinaire mais c'est pas grave. Et donc cette planche permanente, on va mettre beaucoup de compost dessus. Donc une fois que le sol est aéré grâce aux galeries de vers de terre, on va toujours cultiver à cet endroit-là et finalement travailler juste les 2 premiers centimètres du sol. Donc on a 2,6 hectares de parcelles. En cultivé, on a 6000 m², ce qui est très peu. Et on essaie de rentabiliser un peu chaque mètre carré. J'ai un salarié, ça nous arrive d'avoir des coups de main. On a, pour commencer, 2 marchés, un du mercredi et un du samedi. Ça nous permet de faire un tiers de notre chiffre d'affaires. Après, on a une AMAP de 17 paniers sur Marseille, je dirais. Et après, on fait aussi des magasins bio, un magasin bio avec qui on travaille très bien, et des restaurants. Notre marché, c'est un marché d'habitués, pas de touristes. Donc il va fonctionner bien à peu près partout sauf au mois d'août. Mais nous, là, on est très contents d'avoir des restaurants parce que les restaurants fonctionnent très bien en juillet et en août. Là où nous, on a les gros pics de production. Et là, on a besoin d'écouler de la marchandise. Tu sais combien vous faites de variétés? Ouais, on est à plus de 45 cultivars et pas variétés. Une tomate, ça compte un cultivar, mais tu as 4 variétés dedans. C'est beaucoup, c'était pas comme ça l'année dernière. On a joué le jeu de faire très diversifié, encore une fois. L'année prochaine, on fera moins, c'est-à-dire que dans les courges, on fera peut-être que les butternuts et les muscades.
et pas les potimarrons qui cette année n'ont pas marché. La complexité de la planification des tâches est déjà extraordinaire. Il faut savoir se recentrer. Le paysan, il est libre d'ouvrir en janvier le catalogue de semences, de vouloir tout faire. Et donc, voilà, faire 45 légumes, c'est marrant, mais c'est chiant. C'est chiant et tu perds du temps et c'est des heures que tu n'es pas chez toi. J'ai pris cette année 4 hectares, à peu près 2 hectares cultivés et 2 hectares, ça reste pour reposer la terre. Cette année, j'ai cultivé qu'une seule serre, un peu de tomates, un peu de bergers, comme on l'a vu tout à l'heure. Et après le reste, j'ai mis que de l'engrais vert pour reposer la terre. À peu près, c'est tous les légumes, à peu près des courgettes, de mollo, de tomates, des poireaux que j'ai plantés il n'y a pas longtemps, des courges, de la roquette, de la moutarde, de la patate, des oignons, et encore des choux-fleurs, de la salade, des artichauts, à peu près tous les légumes, des carottes. Et je vends à la map, pas sur le gros marché. C'est tout ça, tout à la map. Moi, c'est 12 à 14 heures par jour en été, hein, puisque je ne me fais pas de pause le midi, c'est lever 5 heures, démarrage 6 heures. Du coup, l'été, en plein été, avec les grosses chaleurs, je vais essayer d'arrêter 1 heure, genre à 3 heures, 4 heures, pour avoir le temps de dormir, manger un petit bout et de repartir travailler jusqu'à 8 heures. Et en hiver? C'est ça. Et en hiver, on démarre plus tard. C'est un démarrage pour les employés à 8 heures et fini vers 17 heures en général. Le vendredi soir, on ne ferme pas à clé, on ne dit pas bon maintenant, salut, à lundi. Mon père, il me dit, tu verras, ce qui est sympa dans ce métier, agriculteur, c'est que tu as des copains qui passent, tu t'arrêtes, tu manges avec eux, tu as cette liberté, quoi, tu vois. Et moi, quand je suis arrivé là, j'ai compris que cette liberté, je ne l'avais pas. Pas du tout. Quand les copains venaient nous voir, moi j'étais parti à 6 h du matin, je venais faire un coucou à 10 h quand ils se levaient. Salut, ça va, à peine le temps de manger un croissant avec eux. Et je repartais, c'était le week-end. Mais ouais, c'était pas du tout le même rythme que les grandes cultures. Pas du tout. Quand j'ai embauché mon premier employé, mon papa il me dit, tu penses que tu vas avoir assez de choses à faire, du travail à lui donner pour... Après, tout doucement, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, quoi. Enfin, en tout cas, il s'est rendu compte que j'arrivais à donner du boulot à mon employé. Après, il s'est rendu compte que j'ai pu même en embaucher un de plus et que j'avais toujours autant de travail, quoi. Julien, lui, travaille tous les jours, mais vraiment tous les jours. Moi, non, par contre, je m'autorise à avoir mes dimanches après-midi. Et en plus de ça, vu que on élève tout nous-mêmes, Julien fait le foin. En fait, il est tout le temps au taquet au niveau horaire, quoi. Julien, c'est peut-être quelqu'un qui va se lever à 4h30, qui va se coucher à 1h du matin des fois. Donc il va avoir 2-3 heures, alors après il va s'arrêter peut-être de midi à 1h30, mais souvent c'est ça. Et toi? Non, moi je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Moi ça va être de 7h du mat jusqu'à 21h, voilà. Mais en général de 7h jusqu'à 18h, je suis à fond, quoi. Entre temps je peux amener les petits aussi, on fait des allers-retours, enfin voilà, quoi. Mais sinon on travaille beaucoup aussi et nos enfants sont très présents avec nous. Oui. Sur l'exploitation. Et vous gagnez combien? Tous les deux, vous êtes chef d'exploitation? Pour l'instant, on n'a pas de salaire, mais parce que tout va à notre choix de travail, c'est-à-dire on a pris beaucoup de crédits. Enfin, voilà. Après, on n'a pas non plus les mêmes besoins. Et puis après, on a bien sûr des primes aussi, en tant qu'agriculteur, qui nous aident vraiment à la fin de l'année à tout payer, quoi. Grâce à ça aussi, on en est là. Je demande à la compta, vous décalez son compte perso et puis basta. Je veux dire, il y a un problème de voiture, il faut qu'on s'achète une voiture perso, on s'achètera une petite... On ne s'achètera pas, je sais pas moi, on s'en fout, quoi. Mais en tous les cas, on aura une voiture, on manquera de rien, quoi. J'ai une assistante maternelle, il fallait pour le petit, pour son bien-être, on a fait ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Bon, déjà, on va commencer par ce qui fâche, le salaire. On a l'objectif de se sortir un salaire et d'essayer d'en être fier. Donc on va essayer de moins investir, de mieux réfléchir, pour essayer de se sortir un salaire décent. Donc en gros, si tu veux, tu prends une moyenne, on est à 600 € par mois net avec un crédit d'impôt, qui n'est pas du salaire, c'est un crédit d'impôt, mais je le compte comme du salaire.
Et aujourd'hui, moi, je vis grâce à un peu d'aide de mes parents et ma femme qui travaille dans un travail salarié normal. En termes d'amplitude horaire, tu vas attaquer vraiment en coup de bourre à 6h15, 6h20 au champ, la parcelle. Et on essaie de finir tôt. Parce que c'est une règle comme ça que j'ai avec ma femme. Il faut qu'à 19h, 19h30, je rentre à la maison pour qu'on ait une soirée. Finalement, on est en saison 70 vraies heures travaillées efficaces. Donc, c'est pas des heures au téléphone, c'est pas des heures à regarder. Non, c'est des heures au champ, ramasser, planter, désherber, quoi. En hiver, c'est moins de boulot. En hiver, tu arrives à un moment à faire 40 heures. Il faut que tu sois efficace parce qu'il fait nuit tôt et jour tard. Donc là, tu fais pas la sieste, tu n'as pas le temps du coup. Hein. Et après, il y a le mois de janvier, nous on a de la chance, c'est très saisonnier, où faut prendre un break, faut se reposer, faut pas se dégoûter de la vie, faut partir loin au soleil. Faut avoir mis des sous de côté un petit peu pour prendre un billet d'avion, n'importe quoi. Et... Voilà, mais comme je dis, moi les gens ils me disent « Ah, tu as pris des vacances cet été ?» Ouais, j'ai pris un week-end, je suis parti un samedi entier, un dimanche entier. Voilà, c'est ça c'est la réalité. Alors jusqu'à là, je pense que je travaille toute la semaine, tous les jours presque. Toute la journée, je pense des heures, plus que des heures par jour, je travaille. Plus que les heures que je travaille quand j'étais ouvrier. Quand tu étais ouvrier? Voilà. Hier, par exemple, c'était dimanche, moi j'ai travaillé hier. À 6 heures de soir, j'étais en train de ramasser des courgettes. Parce qu'il y a personne qui va ramasser. Si on ne ramasse pas 2 jours, après ça vient des courges. Et là, si je compte les heures, je trouve, je sais pas, peut-être 80 heures par semaine ou plus, des fois. Quand j'étais ouvrier, des fois, on travaille 7 heures ou 8 heures par jour le maximum, des fois le week-end, le samedi, mais pas tout le temps. Je n'ai pas encore savoir combien je touche exactement. C'est 1000 ou 400 ou 300, je ne sais pas exactement. Mais je ne pense pas que je gagne un salaire comme j'étais ouvrier à Galmarais. Je pense peut-être beaucoup moins. Il y a tellement de gains dans le plaisir de ce travail, dans la valorisation du produit qu'on a et qu'on met à la vente, à la distribution directement, que la rémunération humaine et relationnelle est quelquefois elle compense ces trop d'heures à travailler. Dans ton métier, un exemple d'un moment de pur bonheur et un exemple d'un gros coup dur. C'est le plaisir de récolter des légumes, enfin la générosité de la nature, ça me donne beaucoup de plaisir, quoi. Parfois je me retrouve devant ces caisses, je te dis waouh, mais c'est formidable, quoi. On produit des légumes trop beaux et tu as envie direct de les manger, quoi. Donc ça c'est vraiment des moments de... Moi tellement pris dans le speed, je l'oublie un peu, mais avec le copain aussi qui m'aide sur les plans. Et lui il est ébahi aussi devant tout ça et du coup ça me permet de me reposer devant et de me dire t'as raison, ouais c'est génial, ça pousse. Et ça c'est vraiment super. Et les côtés désagréables, je dirais, c'est vraiment la cadence de travail, quoi. On aimerait pouvoir fermer la porte, tout arrêter, revenir une semaine après, nickel, allez on recommence. Le mieux, c'est quand dans ton champ, tu vois une courge et demie, tu te dis oh là là, le terrain neuf, il n'était pas encore très fertile, on va ramasser une courge et puis tu t'y mets une matinée et puis en fait tu remplis, tu fais 2 tonnes de courges et tu pensais en faire 500 kilos. Ça, c'est des moments magnifiques et les moments humains où quand on travaille en équipe avec les gens, coup de main et que tu vois que les gens sont heureux de bosser ici, d'être dehors et de faire quelque chose qui a vraiment du sens. Et après, en anecdote galère, quand tu es paysan et que tu es à peu près au bord d'une route ou d'un chemin, nous on a été sujet à beaucoup de vols. Nous on a eu des machines qui ont été volées, des poules qui ont été volées. Notre parcelle, c'est ce qui nous fait vivre. Des fois, les seconds choix qu'on va réussir à valoriser un peu moins cher, c'est ce qui va faire notre marge et nos vacances à la fin de l'année. Donc laissez-les dans les champs, laissez-les tranquilles. Si ça part au compost, c'est à nous de s'en occuper et pas aux gens qui passent par là. La deuxième anecdote, c'est ça, c'est des cerfs qu'on nous a filés. D'ailleurs, ça se voit, c'est bricolé, c'est joli, c'est du bois. Sauf qu'on est dans une parcelle très venteuse. Le 25 décembre, donc le lendemain de Noël, je rentre pour venir arroser ma pépinière, ouvrir mes serres avec mes premières plantations de la saison sur ce terrain-là. Et je vois donc la pépinière qui était soulevée, portée à 100 mètres au bout du champ. Je te dis putain, j'ai pris un nouveau terrain, il y a du vent comme pas permis, je sais pas comment je vais gérer ça, je peux pas poser 2 serres sans que ça s'envole. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bon début de saison. Chaque fois que tu arrives sur un groupe, tu es accueilli les bras ouverts. Ça, c'est un moment de pur bonheur. Et surtout, c'est pendant le confinement avec la meuf de l'Olivier. Pendant le confinement, en fait, on s'est vu distributeur. Parce qu'à un moment donné, le maraîcher pouvait pas faire... elle avait prévu qu'il arrêtait pendant 2 mois.
Donc du coup, j'ai travaillé avec les autres copains et avec le camion, on leur montait les légumes, je prenais les coulis de l'un, de l'autre. Et en fait, on a sauvé des structures, puisqu'ils ne pouvaient plus faire le marché, grâce à ça. Et j'ai trouvé que c'était un des moments merveilleux pendant ce confinement, parce que le jeudi soir, en fait, on arrivait, c'était comme si on arrivait avec la camionnette à l'ancienne, et tout le monde qui arrivait, c'était avec le process, bien entendu, le masque, enfin tout ça. Mais c'était un moment, c'était plus que magique, quoi. Et à l'inverse, un exemple de coup dur ou d'imprévu, un truc plus difficile? Ah ben c'est l'arrêt des œufs, quoi. Ça faisait 10 ans que je faisais les œufs. J'avais sacrément fait un réseau. J'avais quand même pas mal de groupes en œufs. Et puis comme je ne veux pas me mettre aux normes, j'ai décidé d'arrêter. Donc, Mais alors raconte, c'est quoi l'histoire? eh ben, j'ai pas envie de me mettre aux normes. Mais les normes de quoi? Eh ben, en fait, quand tu dépasses un quota de 200 poules, il faut que tu aies une salle blanche. Donc tu calibres, tu mires, tu tamponnes, tu mets enfin tes bottes avec ton nom, enfin tout ça, quoi. Je me sens pas de mettre en place ça, quoi. Et pourquoi t'es pas resté en dessous des 200 poules? Ah si. Ah oui. Ah si, je vais mettre... Si, je lâcherai pas... Non, ça c'est mon kiff, hein, je vais pas m'amuser à... Je préfère aller voir mes poules que partir en congé, quoi. Le meilleur moment dans ce métier, au niveau du jardin, c'était la semence en pépinière. On démarre, c'est une nouvelle histoire qui commence à chaque graine qui est mise en terre, enfin en pépinière, et tous les espoirs sont permis. Généralement, on est récompensé des efforts qui ont été mis en place. Quelquefois, on est déçu, oui, bien sûr. Mais en étant très diversifié, on s'est rapidement rendu compte que sur la diversification, on a beaucoup de récompenses. Que quand on fait une seule production, une seule variété, s'il y a une maladie, ça se répand et on est foutu. Il y a des amapiens qui venaient aider aussi en pépinière quelquefois. Et c'était des échanges assez posés, calmes, sereins, enfin voilà. Oui, il y en a eu des années de pluie, où il faut mettre les bottes et on s'enfonce dans les terres. Et quand on le vit, c'est très dur. Quand on y pense, on sourit, parce qu'on se dit, bah oui, on y est arrivé. Et donc, c'est pas dramatique. C'est difficile sur le moment, mais après, ça reste des souvenirs. Et finalement, on y revient, et d'une année sur l'autre, on recommence. Donc, c'est que quelque part, on est peut-être un peu fou, mais on est des fous heureux, donc tout va bien. Ça me plaît des fois de plantation des choses, plantation par exemple d'omolo, c'est très facile, c'est pas trop dur. Des courgettes, faire de la pépinière aussi, des semis, ça c'est pas trop fatigant. Après le reste, surtout des élevages qui est vraiment difficile. On passe beaucoup de temps, casser le dos. Après, j'aime bien faire de l'arrosage, ça j'aime bien de surveiller l'arrosage, ça j'aime bien. En 2005, on parlait déjà des AMAP. Et moi, ce qui m'attirait dans les paniers, c'est quand on a dit, ben voilà, les paniers, en fait, c'est un partenariat avec un agriculteur, on partage les récoltes. Donc, dans les bons et les mauvais moments. Et moi, je dis ça, c'est exactement ce qu'il me faut, quoi, tu vois, un truc, partage les récoltes. Et surtout en agriculture biodynamique, j'avais vraiment cette peur de travailler avec des grossistes, de ne pas avoir les résultats qu'ils me demandaient, etc. Et puis le choix de la vente directe était quelque chose qui me plaisait parce que j'aime bien le contact, j'aime bien discuter avec les gens. Donc, j'aimais dans le titre « Aide au maintien d'une agriculture paysanne », il y avait vraiment ce côté solidarité et je pense que les gens, il faut vraiment qu'ils soient là-dedans, quoi. Je commercialise tout en AMAP. Dans les villes au maximum, je suis à 30 km, c'est Avignon. Et après, je fais Cavaillon, Saint-Rémy-de-Provence, Montfavet, qui est juste avant Avignon, et Avignon. Avant, j'ai fait Marseille pendant 5 ans en AMAP. Et puis après, tout là-bas. Ouais, c'était loin, etc. Et puis après, je me suis recentré plus par ici. Ah ouais. Qu'est-ce qui te plaît au quotidien dans les AMAP? Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît moins ou qu'est-ce qui t'inquiète? Ce que j'apprécie beaucoup dans les AMAP, c'est qu'en fait, le rapport que j'ai avec les gens, il n'est pas du tout ni financier, ni de concurrence avec mes collègues, même sur un marché. Et vraiment, moi, je vais livrer des copains, quoi. J'ai vraiment l'impression de retrouver une bande de potes, un groupe assez important de gens que je livre. Ça fait 15 ans que je leur donne des légumes. Je vois les enfants grandir, je connais les familles. Moi, je ne fais pas le métier comme c'est un métier quand même qui est long, compliqué, dur pour avoir la soupe à la grimace.
Vraiment, dans la plupart du temps, moi j'essaie de faire un produit qui plaise quand même aux gens et du coup mes retours ils sont quand même positifs et ça c'est un vrai plaisir d'avoir. En fait, j'étais tenté parfois de dire je vais faire du grossiste, mais le grossiste, tu te dis bon, je vais arriver, il va commencer à me dire ah la tomate n'est pas très jolie. Ah tu sais, en ce moment on me propose un truc moins cher, donc j'avais pas envie de rentrer dans cet esprit-là. Et qu'est-ce qui te plaît moins? C'est la difficulté de faire autant de diversité qui est vraiment compliquée à maintenir. C'est dur, c'est beaucoup de travail qu'on a du mal à valoriser, quoi. Mais bon, faut pas être très gourmand sur le prix de l'horaire, quoi. En fait, moi je suis du coup complètement lié à mes groupes, ça veut dire que s'il y a moins d'adhérents, mais du coup moi en fait mes charges sont les mêmes. J'ai toujours le même nombre d'employés, j'ai mis en place les cultures, j'ai tout mis en place. Bon bah 10-15 paniers de moins, en fin d'année, moi je le sens vraiment. La difficulté, ce qui me plaît moins, c'est ça, c'est que j'aimerais lever le pied. Avoir du temps, me dire tiens, tous les week-ends je suis tranquille. Je l'ai rencontré par une collègue qui était dans une AMAP. Je rencontre aussi le système de la DR13, donc l'association, et à partir de là, d'autres AMAP se mêlent. Est-ce que vous pouvez? Et puis en plus, on met le bovin, et donc on va livrer, donc en plus de l'agneau, le bovin, tout ça. Et on accroche avec cette mentalité, et ben, l'aventure a continué, donc ça fait maintenant 12 ans. Et puis il y a des valeurs, quoi. Enfin, c'est des valeurs qu'on je ne veux surtout pas perdre parce que c'est un monde de normal, quoi. C'est-à-dire normal? Ben, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de jugement. Quand vous arrivez aux AMAP et quand vous êtes crédible en tant qu'éleveur, eh ben, on vous apprécie, on voit qu'on est vachement apprécié. Il y a vraiment il y a l'amour du producteur. C'est ça, on ne peut pas l'enlever. En plus de ça, il y a de l'humanité, enfin, il y a de l'humain. Tout un ressenti de respect et ouais, je dirais d'amour, quoi. Il y a vraiment du lien, quoi. Voilà, du lien. Et alors, est-ce qu'il y a des trucs qui t'inquiètent ou que tu aimes moins? Ben oui, je m'inquiète énormément. C'est qu'il y a une très mauvaise communication de ce que c'est que vraiment l'élevage. Quand on commence à dire une bouse de vache, ça pollue, ou un pet de vache, ça pollue, j'ai envie de vous dire, oh, mais les gars, mais revenez un peu comme avant, quoi. S'il n'y a pas la bouse de vache, vous n'avez pas de fumier pour votre potager. Comme ils faisaient avant les anciens. Et en fait, donc du coup, de ce mouvement où en fait on commence à dire qu'il y a cette pollution et tout, mais on ne parle pas du même élevage. Et donc du coup, nous, on perd un peu de crédibilité parce que les gens ne comprennent pas. Et ce que je ne supporte pas, c'est quand j'entends des gens qui me disent oh, « putain, de toute façon, je ne vais pas là-bas parce que c'est les contrats-viandes ». Enfin, je veux dire, à un moment donné, si je suis là, c'est que je fais partie d'un mouvement aussi. Il y a la mort de l'animal, mais viens voir ce qu'on fait d'abord. L'animal, s'il est venu ici, c'est pour quelque chose. Donc, en tant qu'éleveur, tu respectes cette mort-là. Et ça, j'aimerais un peu que ce soit dit un peu en AMAP, en disant attention, il y a des gens qui respectent réellement. Je ne comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les techniques qu'il y a, on ne puisse pas tuer nos bêtes. Pourquoi on est obligé de prendre un camion, de passer de formation, alors que tout simplement, ben, la bête, elle est chez elle. Les AMAP, dans ce mouvement, pourraient nous aider peut-être à tuer nos propres bêtes sur exploitation, quoi. Ces normes, c'est plus possible. Après, il en faut, hein. Il faut faire attention, il faut avoir une base de travail, il faut avoir de la propreté, il faut respecter son client, ses prix, tout ça. Mais à un moment donné, ça va trop loin. Pour faire une centre d'emballage, c'est encore de l'argent que tu mets. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre de l'argent comme ça, c'est pas possible. C'est encore s'endetter, en gros, arrêter, c'est plus facile. Et il y a des gens qui ne peuvent pas continuer parce que c'est un système financier qui se met en place et on ne peut pas. Je parle de la grippe aviaire, nous maintenant on met plus de canards aussi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les œufs. Donc déjà c'est une grosse étape de notre vie alors que je ne pensais pas un jour arrêter les œufs, quoi. Donc on en arrive à la perdition d'un savoir-faire agricole et ça c'est dangereux. Et c'est ça aussi que j'ai peur au sein des AMAP, c'est que à cause du fait par exemple de manger pas de viande, tout ça, ça se corrobore avec tout ça et au final on va se retrouver à se dire mais est-ce qu'on peut continuer à élever comme on élève? Les AMAP, j'en ai entendu parler par la DEAR, qui est une association qui soutient l'agriculture paysanne. Il y avait un mail, une AMAP est à reprendre, ils ont perdu leur maraîcher en gros. Hein. Donc on l'a reprise. Ce qui me plaît dans les AMAP, c'est que tu composes ton panier. Donc nous, on est toujours à trop d'aubergines un jour, trop de tomates un jour. L'AMAP, pour ça fait un très bon tampon. Il y a une deuxième chose que j'ai aimé dans l'AMAP, on a pris contact avec un maraîcher d'expérience, pouvoir passer des coups de fil quand on a des galères techniques. Ce que j'ai moins aimé, c'est que déjà c'était une AMAP avec beaucoup de routes. Et derrière, c'est une AMAP populaire. Ils veulent vraiment manger de la patate, de la carotte alors qu'on est en été. Dès que tu vas arriver sur des haricots verts à 10 € du kilo, ça les saoule, quoi. Ça les saoule parce qu'il n'y a pas assez, quoi. Je
trouve que c'est un principe qui est extraordinaire d'avoir des gens qui te suivent à l'année sur une saison, qui connaissent la saisonnalité des produits, des gens qui sont prêts à payer en avance des légumes. En 2021, ça n'existe pas, hein, c'est rare. Donc pour ça, c'est magnifique. La MAP, pour moi, c'est la quintessence du circuit de commercialisation. Et donc, tu vois, d'une AMAP à la ferme comme ça, ce serait pour nous ce serait les rois du pétrole, quoi. Peut-être pas les rois du pétrole, mais ce serait déjà pas mal, on serait mieux, quoi. J'ai décidé de rester avec la MAP parce que la MAP, au moins, c'est sûr que tu arrives au moins de gagner quelque chose avec la MAP, mais tu n'as pas de billes de tomate, tu peux passer sur des clients. Après, ils comprennent que la maladie, ça peut arriver quelque chose, peut-être des gros orages qu'un jour il fait un dégât. Ou ça me plaît. Déjà, les gens, ils sont gentils, ils viennent quand on fait une annonce pour coup de mot dans la coup de main pour le désherbage, pour plantation, par exemple, de poireaux, quelque chose. Les gens, il y en a beaucoup qui l'acceptent, qui viennent. Il n'y a pas grand-chose qui ne me plaît pas, quoi. Donc la spécialité, c'était le céleri branche. On allait sur le marché international à Marseille porter des camions 2-3 fois par semaine. Et en fait, la rémunération faisait qu'on travaillait pour rien, du coup. Et on avait quand même des salariés à ce moment-là. Et à l'arrivée à la fin de l'année, on devait plus d'argent que ce qu'on en avait gagné. Donc cette année-là, en 2005, je rencontre quelqu'un qui me parle des AMAP. Le concept des AMAP nous paraissait complètement fou par rapport à ces histoires de paiement d'avance. Les consommateurs vous donnent les chèques et tout, mais waouh, qu'est-ce que c'est cette confiance? Et puis il faut calculer le prix de revient, le prix du paiement du jardinier, quoi. Et on s'est dit, de toute façon, on est à la faillite. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande. Rapidement, on s'est dit, mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. En 2006, on a joué sur les deux tableaux, le marché en gros et la vente à travers des paniers AMAP. Et en janvier 2007, ça a été fini, on n'a plus mis les pieds là-bas. Moi, ça nous aura sauvés 2 fois, cette fois-là, en 2006, et la deuxième fois quand, nos histoires familiales ont fait que mon mari est parti. Et du coup, ça m'a sauvée aussi là, parce que toute seule à gérer l'entreprise, les paniers, les salariés et tout ça, s'il n'y avait pas eu la MAP comme soutien, les citoyens, consommateurs, acteurs et amis, j'aurais pas tenu le coup. Un marché d'intérêt national ne vous porte pas comme ça, quoi. La MAP, c'est un très bon moyen de s'installer, mais c'est beaucoup de pression. Ça nécessite d'être très courageux, mais on apprend aussi à être courageux. Quand on a ramené il y a 15 ans les tomates de variété ancienne, les gens ils nous disaient « c'est du second choix ou quoi ?» Fendu, un peu fendu ou avec des têtes bizarres. Et mon père disait toujours « la beauté ne se mange pas en salade ». Ah, c'est trop beau! J'ai un message d'espoir déjà. Nous, c'est notre deuxième saison, je suis persuadé qu'on puisse en vivre. Je vois que c'est en train de faire son chemin et que je vais pouvoir me payer comme il faut. Prenez le temps de faire du tableau Excel, vraiment faire l'administratif, des coups de fil pour bien vendre ses produits, jamais avoir de pertes. Il ne faut pas hésiter à être vraiment dans la planification, l'organisation, la réflexion, plutôt que d'être dans son champ, planter, récolter, désherber, faire que ça et croiser les doigts pour que ça passe, quoi. Là, je te dis que s'ils sont salariés, et c'est sûr qu'ils gagnent un salaire par mois, mais quand il installe son projet, il ne faut pas qu'il pense qu'il va gagner pareil. Peut-être moins, peut-être plus. Voilà, il faut qu'ils pensent toujours à ça. Pour les porteurs de projets, futurs agriculteurs paysans en AMAP, allez-y, foncez. N'ayez pas peur. Vous aurez mal au dos, vous aurez mal à la tête, vous allez faire beaucoup de calculs. Vous allez devoir réfléchir, mais c'est un métier passionnant si vous êtes passionné. Vous apprenez tous les jours. Il n'y a jamais une journée qui ressemble à l'autre. Il n'y a jamais quelque chose qui est déjà acquis. Tout doit changer tout le temps, évoluer sans arrêt. Et ça peut être très angoissant, mais ça peut être aussi très jouissif. Et c'est un métier réellement fantastique. On produit des légumes qui vont nourrir des gens qui viennent nous les chercher directement et qui nous les rémunèrent au juste prix. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Je pense qu'à notre époque, il faut vraiment œuvrer là-dedans, quoi. C'est un super moyen de relocaliser l'emploi. C'est formidable au niveau de l'écologie. De la vente directe, c'est la meilleure qualité qu'il y ait toutes ces AMAP parce qu'en fait, nous, tous les agriculteurs qui bossons là-dedans, on sait qu'on va rencontrer notre consommateur.
Donc tout ce que tu trouves en AMAP, il n'y a pas meilleur, quoi. En magasin, tu ne retrouveras pas la même chose. En gros, si tu veux sauver la planète, mange autrement, quoi. Réfléchis autrement et pense et consomme autrement, quoi. Ça sera le seul moyen pour s'en sortir. Consommer autrement. Voyez autrement, réfléchissez autrement. Arrêtez d'acheter n'importe quoi, quoi. Beaucoup d'Amapiens ici me disaient l'avantage d'avoir mon panier chaque semaine, c'est que je dépense moins d'argent au supermarché ou ailleurs. Parce que déjà, une fois que j'ai cuisiné tous tes légumes, j'ai plus besoin de grand-chose au final. Ouais, venez nous voir sur les marchés, venez dire bonjour aux jeunes paysans qui s'installent. Vous serez content des produits que vous mangerez. Vous tisserez un lien social qui, franchement, vous rendra content d'avoir acheté des légumes comme ça. Vous mangerez des produits hyper qualitatifs. Il faut qu'il y ait des jeunes qui s'installent, il faut qu'il y ait des jeunes qui fassent à manger pour les générations futures. Et pour ça, il faut les soutenir.